En cette première journée à la tête des Nations Unies, une question me pèse sur le cœur. Comment venir en aide aux millions d'êtres humains pris au piège de conflits et qui souffrent énormément dans des guerres interminables? L'Organisation des Nations Unies, couramment appelée l'ONU, est une institution internationale créée officiellement le 25 juin 1945, avec la signature de la Charte de San Francisco, à laquelle adhèrent dans un premier temps 51 États signataires. Sa charte est entrée en vigueur le 24 octobre de la même année et depuis, on considère le 24 octobre comme le jour des Nations Unies. Cette nouvelle institution transnationale est destinée à garantir la paix et la sécurité dans le monde. Elle est instituée après la Seconde Guerre mondiale et se dote d'une force militaire d'intervention, les casques bleus, afin de ne pas souffrir de la même impuissance que la Société des Nations. La Société des Nations était une organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919. Elle a été dissoute en 1946. Parmi tous les prédécesseurs de l'Organisation des Nations Unies, elle fut la plus importante. À l'exception des États-Unis dont le territoire ne fut touché par le conflit, la Première Guerre mondiale a été désastreuse pour toutes les nations qui y avaient participé. Cela a persuadé les dirigeants du monde entier à établir la Société des Nations. À cause des besoins urgents d'empêcher qu'une guerre éclate, cette première organisation internationale mondiale fut créée afin de promouvoir la paix et la sécurité internationale. En janvier 1918, avant la fin de la guerre, le président américain Woodrow Wilson a adressé un message au Congrès américain qui doit garantir la paix. Un discours en 14 points avec pour titre « The world must be safe for democracy ». La paix dans le monde pour l'établissement de la démocratie. Il a réclamé notamment la création d'une Ligue des Nations. Le président Wilson avait estimé que la guerre était principalement causée par 3 éléments. La course aux armements, l'existence de régimes non démocratiques et le déséquilibre de pouvoir entre les États qu'il avait considéré comme un facteur d'instabilité. Il avait cru que la principale cause de la Première Guerre mondiale était la diplomatie secrète. La Société des Nations, la SDN, avait pour rôle de faire échec à cela. Par ailleurs, avec la fin de la Première Guerre mondiale, le projet de Wilson fut incorporé dans le traité de Versailles et en est devenu le premier des 440 articles. Malheureusement, le Congrès américain était contre une implication américaine dans les affaires internationales. Il a refusé que les États-Unis signent le pacte fondateur de la Société des Nations, ce qui a affaibli l'institution dès sa naissance. Le traité constitutif de la Société des Nations a créé 3 organes permanents, une assemblée, un conseil et un secrétariat, et 2 autres organes semi-indépendants, la Cour permanente de justice internationale et l'Organisation internationale du travail. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Assemblée se réunissait chaque année à Genève. Chaque État possédait une voix. Elle s'occupait des problèmes internationaux pressants et le Conseil avait la responsabilité des conflits qui pouvaient menacer la paix. Ce Conseil était composé de 5 membres permanents, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon et la Chine, et de membres non permanents élus par l'Assemblée pour 3 ans. Le Conseil se réunissait au moins 3 fois par an afin de débattre de la réduction des armements et des problèmes politiques. Les décisions devaient être prises à l'unanimité. Le secrétariat, dirigé par un secrétaire général, traitait les tâches administratives. La Société des Nations avait été établie à Genève. En 1920, 200 fonctionnaires internationaux et membres de missions permanentes y travaillaient. L'organisation s'était installée d'abord dans le palais de Wilson, puis progressivement dans le palais des Nations, qui avait été édifié entre 1929 et 1936 sur un terrain qui appartenait à Gustave Révillot, un philanthrope genevois qui avait légué cette terre à la ville de Genève
en 1890. Dans les 20 ans qui suivent sa création, la Société des Nations a évolué de manière très prometteuse. Mais à partir de la crise de Mandchourie de 1931, elle a commencé à décliner de manière irrésistible. Un incident qui a opposé le Japon et la Chine entre 1930 et 1932. L'organisation fut secouée également par la sortie d'un certain nombre important de ses membres jusqu'à ce que cela a conduit au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a été la fin de l'expérience de la Société des Nations. Durant la Seconde Guerre mondiale, on a élaboré et préparé une nouvelle organisation internationale destinée à maintenir la paix et la sécurité après la fin des hostilités, ce qui a été l'Organisation des Nations Unies, qui commença à fonctionner dès le début de 1946. Les Alliés ont voulu prolonger en temps de paix leur coopération de guerre pour assurer l'ordre mondial. Sur la base de l'expérience de la Société des Nations, les États étaient convaincus qu'il était nécessaire d'avoir une organisation permanente de sécurité qui soit efficace. Cette nouvelle organisation devait être universelle et ne pas laisser en dehors des puissances importantes comme les États-Unis ou l'URSS. Elle devait comporter un mécanisme effectif d'intervention contre l'agresseur qui soit dissuasif. Elle devait également avoir un domaine d'intervention élargi aux activités économiques, culturelles et sociales afin que ces dernières puissent contribuer au renforcement de la paix. Et enfin, elle devait assurer après la guerre le respect des droits de l'homme et du droit des peuples. À partir de ces principes très généraux, la nouvelle organisation mondiale fut progressivement élaborée entre 1941 et 1945, alors que se poursuivait la lutte des Nations Unies contre les puissances de l'Est. Le 1er janvier 1942, à Washington, une vingtaine de dirigeants, dont Churchill et Roosevelt, adoptent une déclaration, la Déclaration des Nations Unies, au terme de laquelle les Nations Unies s'engagent à mettre en place, sitôt la guerre finie contre l'Axe, un système de paix et de sécurité. C'est la première fois que le terme Nations Unies est officiellement utilisé. Dans ce document, les gouvernements signataires s'engageaient à contribuer de la façon la plus complète à l'effort de guerre commun et à ne pas signer de paix séparée. Cette alliance s'inspirait des principes de la Charte de l'Atlantique. 3 ans plus tard, au moment de préparer la conférence de San Francisco, les invitations étaient adressées seulement aux pays qui, avant mars 1945, avaient déclaré la guerre à l'Allemagne et au Japon et souscrit à la Déclaration des Nations Unies. Après que les Alliés eurent lancé leurs offensives en 1942, les réflexions s'orientèrent de plus en plus vers la forme à donner au monde après la guerre. Il fallait jeter les bases de l'organisation mondiale. En 1943 a lieu à Moscou la conférence des ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'URSS et de la Chine. Ces 4 puissances, par une déclaration commune, s'engageaient à continuer la lutte jusqu'à la reddition de l'ennemi. L'article 4 stipulait que les ministres des Affaires étrangères reconnaissent la nécessité d'établir aussitôt que possible une organisation internationale fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les États pacifiques et ouverte à tous les États, grands et petits, afin de retrouver la paix et la sécurité internationale. 2 mois après cette déclaration, Roosevelt, Staline et Churchill se réunissaient pour la première fois ensemble lors de la fameuse conférence de Téhéran, où ils arrêtèrent des stratégies communes concernant la façon de mener la guerre et déclarèrent qu'ils avaient tracé un plan commun destiné à assurer la victoire finale. Les principes sur lesquels la future organisation mondiale serait fondée étaient dès lors définis. Cependant, l'énoncé de ces principes et de ces buts était une chose, et la mise au point de son mécanisme en était une autre. C'est à la conférence de Dumbarton Oaks que les structures et les compétences de l'Organisation des Nations Unies furent élaborées dans leurs grandes lignes.
Les représentants américains et anglais y rencontrèrent les soviétiques du 21 août au 28 septembre 1944, puis les Chinois du 29 septembre au 7 octobre. Le gouvernement de l'URSS n'étant pas en guerre avec le Japon, il ne voulait pas siéger avec le gouvernement chinois, dont il déplorait d'ailleurs la présence parmi les grands. L'essentiel fut décidé dans la première partie de la conférence. La volonté des trois grands partenaires était de mettre sur pied un système effectif de sécurité internationale. La structure de la nouvelle organisation était en grande partie copiée sur celle de la Société des Nations, mais avec d'importantes différences dans les compétences et les pouvoirs afin d'éviter de retomber dans les insuffisances de la première organisation. Selon les propositions de Dumbarton Oaks, le futur organisme serait composé de 4 organes principaux. Une assemblée générale où tous les membres seraient représentés, un conseil de sécurité composé de 11 membres, dont 5 seraient permanents et les 6 autres élus par l'Assemblée générale, nombre qui a été porté à 10 par un amendement adopté le 17 décembre 1963, ce qui donne un conseil de sécurité avec 15 membres. La résolution de cet amendement a fixé aussi, dans son article 3, le nombre de représentants par zone géographique, un conseil économique et social, une cour internationale de justice. À côté de ces principaux organes, un secrétariat était également prévu. Le trait essentiel de ce plan était que la responsabilité d'empêcher le retour de la guerre incomberait au Conseil de sécurité. Le plan de Dumbarton Oaks comportait un autre point majeur. Les États membres auraient à mettre des forces armées à la disposition du Conseil de sécurité. En effet, on s'accordait à reconnaître que l'absence des forces armées avait été une faiblesse fatale au mécanisme créé par la Société des Nations. Le projet comportait tout de même des lacunes, notamment sur le mode de règlement des différends, sur la procédure du vote au Conseil de sécurité et sur les questions coloniales. À la conférence de Yalta, en Crimée, tenue le 4 au 11 février 1945, les discussions étaient surtout consacrées à la poursuite de la guerre contre l'Allemagne et le Japon, ainsi qu'aux règlements territoriaux qui suivraient. Cette réunion au sommet permit également de résoudre les dernières divergences de vues sur la future organisation internationale. Un des problèmes était la question de la représentation de l'Union soviétique au sein de la nouvelle organisation. Staline, craignant de se retrouver isolé au sein d'une organisation composée d'États non communistes, a invoqué la Constitution fédérale de l'URSS pour réclamer une voix par république socialiste, soit 15 au total. Il a donné comme argument l'existence du Commonwealth britannique dont les différents membres disposeraient chacun d'une voix. Il s'agissait des États souverains du Canada, de l'Australie, etc. et d'autres pays de l'Amérique latine qu'il considérait comme des clients des États-Unis. Le compromis trouvé fut le suivant. L'URSS aurait une voix, ainsi que les républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d'Ukraine. Ils avaient trouvé aussi un accord sur la question des territoires gouvernés sous mandat par la Société des Nations. Le nouvel organe international aurait un système de tutelle administré par un conseil de tutelle qui s'occuperait de ces territoires. Finalement, le communiqué de Yalta a annoncé les décisions prises et la convocation le 25 avril 1945 à San Francisco, la Conférence des Nations Unies, qui établira, sur la base des entretiens officieux de Dumbarton Oaks, la charte de l'organisation internationale qui mettrait au point les statuts de la nouvelle institution. Aujourd'hui, l'organisation regroupe 193 États membres et sa charte définit 6 organes principaux: l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et le secrétariat. Son siège social est à New York. Ce bâtiment inauguré le 9 janvier 1951
accueille 5 parmi les 6 organes principaux. Seule la Cour internationale de justice n'est pas installée à New York. Depuis 1946, elle est instituée définitivement à La Haye, aux Pays-Bas.